Africa we want to go. Whoa, to Africa we want to go. Yeah, come on, my black brother, come on, my black sister. To Africa we want to go. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, on va parler aujourd'hui en fait de Malcolm X au panafricanisme. Donc, sur Caribou Montréal, le type de contenu que vous allez avoir, Vois pas, mais tu penses que si tu vois que tu arrives un c'est peu. du contenu qui est euh, tant par rapport à la communauté afro-caribéenne, qui est tant au niveau culturel, au niveau social qu'au niveau économique. On essaie en fait de faire en sorte que les membres de la communauté au sens large puissent avoir plus confiance en eux et plus confiance entre eux. Et une des choses que nous faisons, en fait, c'est que nous avons fait des séries d'événements basés sur des anciens empires et anciens royaumes africains, mais on a aussi fait quelques focus sur des périodes ou des personnages qui sont très importants. Et un des personnages qui est très important, c'est Malcolm X. Et Malcolm X, nous avions fait une présentation il y a un peu plus d'un an, si je ne me trompe pas, avec Lémi, qui est de l'Institut Malcolm X et en même temps de Caribou Montréal. Et là, en fait, on va faire une partie 2 par rapport à l'histoire de Malcolm X au moment où Malcolm X, en fait, se rend compte qu'il est panafricaniste. Mais ce sont des détails que Lémi va nous expliquer. Donc, Lémi, bonjour. Bonjour Eugène, ça va? Ça va, toi? Ouais, ça va, merci, hein. Merci Euh, encore pour l'invitation, hein. Franchement, je suis content pour cette deuxième partie. Euh, du fait qu'on avait déjà fait la première de Malcolm X, du garvéisme au panafricanisme. Et Caribou Montréal avait invité à l'Institut Malcolm X. Et pour une deuxième partie, vous invitez encore l'Institut Malcolm X. En tout cas, je suis content. Montréal, vous fait du bon travail. merci, merci. Puis, Malcolm X, ça fait pas très longtemps, en fait, que c'est l'anniversaire de son décès, hein. Au moment où on enregistre, c'est le 25 février. Je pense qu'il est décédé le 21. Euh, donc, aussi, respect à lui et à sa famille. Donc, Lémi, c'est ça, donc on va parler de son histoire jusqu'au moment où il est un peu panafricaniste. Euh, comment est-ce qu'on peut... donc, tu peux peut-être démarrer, nous dire un peu c'est quoi le plan? Ouais, bien sûr, hein. Donc, bonjour à tout le monde. Aux gens qui suivent la page Malcolm X, Institut Malcolm X et ceux qui suivent Caribou Montréal. Oui, il y a 4 jours, en fait, le 21 février, c'était l'anniversaire de son 59e décès. Donc, l'année prochaine, ce sera son 60e anniversaire de son décès. Euh, pour introduire de Malcolm X au panafricanisme, je dirais que on avait fait une première partie qui parlait du garvéisme à Malcolm X. Donc cette partie-là, ça parlait vraiment des origines de Malcolm X jusque justement au moment où il devient Malcolm X. C'est sûr que dans la présentation, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, je vais faire des petits flashbacks, mais pour ceux qui l'ont pas vu ou qui connaissent rien de Malcolm X, ce serait aussi bien de regarder la première pour un peu comprendre. Donc, ça a démarré aussi, cette idée de, d'événement. En fait, ça a beaucoup démarré aussi du fait que euh, j'avais vu ça, j'avais vu cette pancarte-là et un mouvement qui, au moment où George Floyd, en 2020, était décédé, disait que nous ne sommes pas nos ancêtres, nous allons vous F you up, quoi. Nous allons vous détruire, nous allons vous tabasser. Donc, je sais que c'est particulièrement cette fille-là que je prends, hein, je sais pas comment est-ce qu'elle s'appelle, on peut l'appeler Brenda. Donc Brenda, évidemment, sous le mouvement, sous le fait qu'il y avait les flammes, il y avait une espèce de manifestation, et évidemment, on n'a pas non plus enseigné son histoire, ben, elle s'est prise d'euphorie en mettant ce genre de phrase, et une phrase qui a circulé, hein, c'est pas elle qui est à l'origine de ça, mais pour moi, ça m'a fait comprendre que c'est important qu'on puisse enseigner qu'on connaisse notre histoire et on s'enseigne aussi notre histoire puisque des mouvements qui ont été faits, beaucoup plus grands que cela, ont été faits déjà dans le passé, et de savoir que aujourd'hui des personnes l'ont oublié ou en tout cas l'ont effacé de leur mémoire, c'est assez important que chacun puisse prendre au moins un héros ou bien une période pour qu'on puisse perpétrer ce genre de personnages qui ont fait beaucoup pour notre communauté, qui font qu'aujourd'hui on soit à l'aise et qu'on se parle, qu'on puisse discuter.
Et voilà pourquoi est-ce que j'avais fait cet événement, parce que je voulais aussi montrer que on est toujours le produit de nos ancêtres. On est le produit de notre histoire. Donc aujourd'hui, OK, on peut se dire que on fait des mouvements, des manifestations, mais sachez qu'il y en a déjà eu de manière beaucoup plus intensive pour qu'on soit là où on est. Donc c'est pour ça que j'appelle toujours de cette, on va dire, de cette phrase, de ce slogan qui a tourné en 2020, parce que pour moi, c'est un peu une insulte à nos ancêtres. Et voilà pourquoi est-ce que je reviens là-dessus. Le plan de ce soir, c'est simple. Comme j'avais dit, on a parlé d'abord des origines de Malcolm X pour comprendre d'où vient Malcolm X. Et on a bien compris que c'est pas à sa naissance qu'il est né, sans faire de jeu de mots. On est remonté jusqu'aux origines d'Afrique et on a bien vu que c'est une lignée qui l'a amené là où il en était. Donc, cette fois-ci, la deuxième partie de son histoire, on va parler vraiment de sa conversion à la Nation of Islam, d'où il devient Malcolm X. On va parler de l'apogée de cette organisation, la Nation of Islam. Et ensuite, on va parler du panafricanisme en tant que tel. Je parlerai des sources et comme j'ai écrit, c'est un échange. C'est-à-dire que je ne suis pas un expert, je ne suis pas un historien, je suis une personne vraiment passionnée par Malcolm X qui a lu beaucoup, beaucoup sur lui. Et là, j'essaie de donner, surtout au public francophone, un peu son histoire à travers l'autobiographie qui ne circule plus beaucoup, à travers les autres livres qui sont en anglais mais pas traduits en français. Et évidemment, s'il y a des personnes qui sont là et qui veulent interagir, dans le chat, Diogène peut prendre leurs commentaires. Et j'aime bien aussi que, même pendant que je parle, qu'on puisse avoir des échanges sur ce que je dis. Je peux faire des erreurs, je peux dire des choses qui sont pas assez complètes. Donc, pour ça, on est vraiment dans une conversation ce soir. C'est dimanche, on est tranquille à la maison. Il fait pas très beau ici. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent de l'Europe, peut-être qu'il fait un peu plus beau. Mais en tout cas, on est tranquille. Prenez votre café, votre biscuit, et on va démarrer le voyage. Excellent. Excellent. Alors, c'est intéressant. Donc, et pourquoi on pense à Malcolm X, on ne pense pas nécessairement à le panafricanisme, c'est pas du tout la première chose à laquelle on pense quand on pense à Malcolm X, puisque c'est beaucoup plus euh, quelqu'un qu'on associe aux États-Unis. Donc, pourquoi en fait ce sujet? Mais justement, c'est ça. On va dire dans je vais pas dire la propagande, mais dans l'imaginaire, quand on parle de Malcolm X, pour ceux qui le connaissent, c'est souvent à travers le film ou à travers le livre de Manning Marable. Et le livre encore est bien fait, mais souvent dans les médias, on parle de Malcolm X comme une personne qui, au départ, détestait les Blancs et ensuite a fait son passage à la Mecque et est devenu beaucoup plus, comment dire, comment dire, compréhensif, et il avait un combat beaucoup plus universel. On passe à un grand point qui a fait 80% de sa vie, c'est vraiment le panafricanisme. Alors, avant de commencer et d'avancer sur le panafricanisme, j'aimerais d'abord qu'on se mette d'accord sur la définition. Une définition que j'ai prise dans le livre de Hamzat Boukari Yabara, qui lui parle beaucoup justement de cet aspect panafricanisme. Vous aurez pu déjà le voir dans la partie 1, parce que dans la partie 1, on parlait beaucoup justement du garvéisme et de l'impact que ça a eu sur sa famille. Le garvéisme, je rappelle, c'est vraiment un mouvement qui a été fait par un homme qui s'appelle Garvey, une organisation qui était l'UNAE et qui prônait le retour en Afrique pour les Noirs, pour les Afro-Américains. Euh, donc, le panafricanisme ici est défini comme une idéologie, un mouvement qui vise à renforcer l'unité et la solidarité entre tous les peuples d'origine africaine, à la fois sur le continent africain et dans la diaspora. Il se focalise sur la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme. Il promeut l'autodétermination des peuples africains et encourage la collaboration économique, politique et sociale entre les États africains et les communautés africaines à travers le monde. Donc vraiment cette relation entre les Africains du continent et les Africains de la diaspora. Et quand on parle des Africains de la diaspora, on peut parler autant des personnes qui viennent d'Afrique et qui se sont installées dans d'autres pays hors Afrique, ou même de la Jamaïque et des Antilles et tout endroit dans lequel où les territoires dans lesquels les Noirs sont importants. C'est vraiment important. Je pense que le fait que ça se passe tant sur le continent que sur la diaspora, donc, euh, est-ce que, donc, donc, ce qui veut dire ça contient aussi les communautés afro-américaines aux Ouais. États-Unis. Ça fait font partie de la diaspora. Ouais, c'est ça. Malcolm X se voyait vraiment comme, il se voyait pas comme un Américain, il se voyait vraiment comme un noir de la diaspora africaine. Et cela vient encore de ses origines, puisqu'il est né d'une mère nigérienne, bah, qui venait de la Grenade, mais qui avait des grands-parents nigériens.
d'un père aussi qui avait cette fierté raciale qui mettait vraiment l'emphase sur que on est noir aux États-Unis et non des Américains noirs. C'est important. Donc j'ai aussi mis un petit plan. Je sais pas si on est déjà beaucoup ou s'il y a personne, mais Il y a une personne, au moins une personne dans la m'envoie. ok. Bonjour, m'envoie. Merci de ta fidélité. Donc voilà, j'ai mis un peu la carte des États-Unis parce que quand regardant le live passé, j'avais compris quand même que parfois je donnais des villes et on n'a pas toujours l'idée un peu de où ça se situe. Donc on va beaucoup parler de Boston, de Boston, de New York, de Washington, Détroit, Chicago et Atlanta. On pourra revenir sur la carte hein, pour que ce soit peut-être plus clair, mais c'est vraiment ces villes principales-là pour qu'on puisse un peu savoir. Ça se situe dans l'Est des États-Unis. Ouais. Ça permet justement aux gens de pouvoir se situer pendant que je parle, quoi. Donc là, Mhm. nous, on va commencer à Boston parce qu'on va reprendre en fait au moment où Malcolm X est en prison. Donc, je dis Malcolm X, mais c'est Malcolm Little à ce moment-là. Donc, si on se rappelle bien, il est entré en prison pour cambriolage. Il a pris pour 10 ans. Il rencontre un co-détenu qui commence à lui donner cette soif d'apprendre, de vouloir connaître. Et c'est comme ça qu'il commence à se dire, OK, bon, je vais utiliser ce temps en prison, pas seulement pour mes trafics ou autres, mais aussi pour pouvoir apprendre un peu plus sur la vie, la philosophie, sur l'histoire. Il prend des cours de correspondance aussi pour mieux écrire en anglais. Et donc, ça devient une éponge. Ça devient vraiment, vraiment une éponge. Et il passe de la prison de Charleston, qui est donc à Boston, là, comme j'ai montré dans le sud, dans le nord-est, pardon, des États-Unis. Donc, il parle de Charleston, il part de la prison de Charleston, qui est donc une prison quand même assez sale, assez difficile, dans laquelle il peut pas se concentrer. La bibliothèque est assez limitée. Et grâce aux efforts de sa sœur, il est transféré dans une nouvelle prison, enfin une prison réformatrice en fait, qui s'appelle Norfolk et qui a vraiment un espace de lecture. Il n'y a pas de barreaux dans les cellules. Pour ceux qui ont vu la série Oz, c'est un peu cette espèce de prison expérimentale dans laquelle on amène aussi à ce que les détenus se sentent plutôt dans un espace plutôt qu'en prison. Donc c'est là qu'il commence à lire. Il lit vraiment intensément du matin au soir. Il recopie, mais c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il commence à recopier le dictionnaire entier. Il veut vraiment maîtriser les mots parce que son co-détenu lui a bien montré que la connaissance est la chose la plus importante qu'on peut enlever. On ne peut pas enlever, pardon. Tu peux avoir du matériel, le matériel, on te l'enlève. Tu peux avoir plein de choses, mais en tout cas, la connaissance, ça, on ne peut pas te l'enlever. Et donc là, il Mhm. rentre dans une période d'apprentissage intense. Ok. Et peut-être un bon petit truc à ajouter, peut-être, c'est le fait que, comme tu as montré sur la carte, il reste en fait au nord-est, là, puisque les prisons Charlestown et Norfolk sont toutes les deux dans l'État de Boston, dans le Massachusetts. Exactement, exactement. Il restera toujours dans l'état de Boston parce que c'est là d'ailleurs qu'il a commis son crime. Mais là, vraiment, c'est quand même une opportunité pour lui parce qu'au moment où il veut commencer à apprendre, il va dans un environnement vraiment propice pour l'apprentissage. Et Mhm. c'est ça qui façonne vraiment le Malcolm. Et il est encore dans ses trafics, il continue à être le prisonnier un peu escroc, un peu voyou, mais cette fois-ci, il se consacre vraiment la plus grande partie de son temps à la lecture. Ouais, Donc c'est ça qu'il va faire. Maintenant, de vas-y. l'autre côté, est-ce que tu as une question? Non, 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 vas-y, vas-y. Ouais, de l'autre côté, on va revenir un peu sur justement, hein, on parle beaucoup, j'ai dit beaucoup la Nation of Islam, mais c'est quoi en fait la Nation of Islam? À ce moment-là, je vais parler du début et de ses origines. Ça a été fondé par cet homme que vous voyez ici, qui est donc Wallace D. Fard Mohammed, appelé aussi Master Fard Mohammed. Ce serait un métis de mère blanche et de père noir, qui lui serait venu de l'Est. Il se dit vendeur de soie, venu de l'Est, en fait de la ville sainte de la Mecque, pour dire qu'il est venu libérer ses oncles en Amérique, ses oncles, c'est-à-dire les Noirs et il avait pour mission d'assurer la liberté, la justice et l'égalité contre les White Devils. White Devils, c'est-à-dire les diables blancs. J'en reviendrai plus tard. Donc, lui, c'est Master Farad Mohammed. C'est lui qui, en fait, le 4 juillet 1930, à Détroit,
Détroit, j'ai montré un peu c'était où, hein. C'était ici encore un peu plus, je sais pas si on voit ma souris là, mais Oui, c'est toujours on dans voit ta l'est. souris. Puis voilà, c'est là à Détroit. Donc lui va fonder Donc lui, il va fonder la Nation of Islam en 4 juillet 1930. Donc il propose un islam différent de celui connu du monde musulman. Ils ont une cosmogonie qui parle de la tribu des Shabazz. Donc la tribu des Shabazz, c'est que lui, selon eux, je ne vais pas aller dans les détails parce que je ne suis pas un grand connaisseur, mais selon leur cosmogonie, donc euh, le peuple noir était à la base, était à l'origine du monde. Et ensuite, il y aurait un scientifique mauvais, très méchant, qui s'appelle Yacoub, qui aurait une grosse tête, très intelligent, mais une grosse tête, qui aurait manipulé des gènes et créé l'homme blanc. Il a créé la race blanche et l'aurait envoyé sur Terre pour détruire justement tous les noirs qui étaient là. Et maintenant, c'est pour ça qu'il y a eu l'esclavage, c'est pour ça qu'il y a eu toutes les atrocités qu'on a connues dans l'histoire. Mais Dieu viendra, Dieu reviendra pour faire ce qu'on appelle l'Armageddon, c'est-à-dire détruire toute la race blanche. Ça, c'est vraiment l'idéologie un peu des origines. Donc, c'est comme ça qu'il amène l'islam. Il dit que c'est la vraie religion de l'homme noir. Ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble beaucoup à beaucoup, dans leurs principes, il y a beaucoup de similitudes avec ceux de Garvey. Donc, Garvey parlait de la séparation de la race, mais pas vraiment séparation de la race. Il parlait du retour en Afrique. Ça, c'était que Garvey prônait. La Nation of Islam, eux, ils parlent vraiment on doit se séparer de l'homme blanc parce que quand on va venir détruire la race blanche, si on est à côté d'eux, ben, on va mourir avec eux. Donc, attention, c'est très imminent. Il faut se séparer pour que, on puisse rester en paix et on nous débarrasse de ce diable blanc. Mhm. Voilà. Mhm. Tu as une question? Oui, non, comme tu dis là, c'est vraiment c'est une vision dite, dite musulmane de la Nation of Islam, à l'époque en tout cas, mais qui correspond pas, puisqu'il n'y avait pas la notion, en principe, il n'y a pas la notion de race ou couleur de peau Ouais, c'est ça. Mais à ce moment-là, tu vois, là, on est en 1930, tu vois, début de la en dépression. période. À ce Ouais. moment-là, on a une personne qui vient, qui a une bonne élocution, tu vois, qui paraît vraiment bien. Le fait aussi, apparemment, qu'il soit métis faisait qu'il était beaucoup plus accepté, bizarrement. Et donc, chaque fois, il faisait du porte-à-porte en donnant, en fait, en vendant des bijoux, des assortiments, de la soie, en disant que ça venait de l'Est. Donc, l'Est, pour lui, ça vient de la ville sainte. Et en même temps, à chaque fois qu'il rentrait dans une famille, il essayait de les convertir à ce qu'il appelait l'islam à ce moment-là. Et, euh, et donc, voilà, c'est comme ça qu'il commence à recruter tout doucement, tout doucement. Il a aussi un contrôle, donc toujours dans les principes de Garvey. Il parle aussi de l'autonomie du peuple. Donc, le peuple noir n'a pas à rester sous un système de blanc. À ce moment, eux aussi devraient s'auto-contrôler, s'auto-financer, politiquement aussi s'auto-gouverner. Et Garvey, lui, eux, ils croyaient à une religion, à un catholicisme, à un christianisme noir. Tandis que pour eux, l'islam, c'est vraiment la religion des Noirs. C'est la véritable religion de l'homme noir. Donc ça, Mhm. c'est vraiment les principes, on va dire, de la Nation of Islam. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, vraiment, c'est vraiment cette Ouais, idée-là c'est qui clair. était prônée. Tu vois, c'est important de comprendre la philosophie-là. Ça, c'est ce qu'il a amené. Maintenant, concrètement, il y a vraiment une structure hiérarchique, hein. C'est-à-dire que il y a une mosquée qu'ils appellent des temples. Et dans ces temples-là, il y a un ministre qui est en fait le pasteur ou le prêtre, on va dire, qui est responsable de la direction spirituelle et la gestion du temple. Il y a aussi les capitaines et les lieutenants qui, eux, sont chargés de l'ordre et la discipline. Très important, il faut retenir ça parce que la discipline, c'était vraiment au sein de la Nation of Islam quelque chose de très important. C'est très important parce que c'est la seule manière pour un peuple de pouvoir avancer. Et pour cela, ils avaient on va dire des gardiens, qu'ils appelaient les capitaines et les lieutenants, qui s'assuraient que la discipline soit appliquée. Et il y a les fruits de l'islam, qui eux étaient la branche paramilitaire, la Nation of Islam, comme une espèce de police, qui sont vraiment entraînés pour protéger les membres de la Nation. Il y a le Muslim Girl Training et General Civilization Class, qui lui était un peu le côté féminin des Fruit of Islam, là où les femmes recevaient une éducation sur les valeurs de la Nation of Islam, la gestion de leur foyer ou de leur futur foyer, et des compétences en leadership.
Donc, il y avait aussi un conseil exécutif national. Donc, on voit vraiment qu'il y a une structure hiérarchique, en fait, tu vois. Et il mélange en tout cas, c'est une organisation religieuse, mais il mélange quand même l'organisation religieuse avec concrètement une société à part entière. Oui, ouais, c'est ça. Comme un ordre social en particulier. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, Fard Mohamed, c'est là qu'il a commencé à Détroit. Il a fait le premier temple, la première mosquée qui s'appelle le temple numéro un. Il donne toujours des numéros à chaque temple parce que c'est un temple par ville et il donne Mhm. toujours des numéros. En même temps, il y a un acteur phare, en fait, qui s'appelle Elijah Poole. Elijah Poole, c'est un originaire de la Géorgie. C'est un jeune noir d'une famille de 8 enfants qui a vécu dans le sud, donc en Géorgie, qui a connu les atrocités que beaucoup de noirs vivaient à cette époque-là, et qui Ouais. décide. Oui, puis la Géorgie, dans cet état, il y a Atlanta. Atlanta est dans l'état de Géorgie, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Au sud-est. C'est l'État de Géorgie, c'est Atlanta. Oui, c'est Oui, Atlanta, hein. oui, Atlanta est en Géorgie, oui, plus au Et dans la sud-est. Géorgie. Donc, c'est Ouais. vraiment le sud, hein. Comme j'avais dit dans la première partie, vu Ouais. que beaucoup de captifs ont été emmenés sur la côte de l'Afrique, ils venaient de cette côte. Et donc, vous verrez beaucoup de Noirs qui viennent du sud parce que c'est là que leurs ancêtres, malheureusement, ont été amenés. Oui, il y avait des plantations aussi pas loin. Il y avait Dans des le... plantations, le climat, toutes ces Ouais. choses-là faisaient Ouais. que, justement, il y avait plus de Noirs. Donc, et Japoul, lui, il déménage vers les années 30 aussi, enfin 20 des années 20. Il déménage avec sa femme et ses 2 enfants vers Détroit parce que à ce moment-là, il a fait partie des migrations, c'est-à-dire des Noirs qui vont vers le nord pour avoir plus d'opportunités. Il va à Détroit, qui était en plein essor économique avec l'industrie de l'automobile. Mais malheureusement, à ce moment-là, il y a une grosse dépression. On parle des années 30. Donc, il n'y a plus d'emploi. Elijah Poole commence à devenir, je parlais dans les détails, mais il commence à vivre une dépression, un peu alcoolique. Et sa femme, qui a participé justement à une réunion de la Nation of Islam, va amener Elijah Mohammed justement suivre ça. Elle le force, hein. Ça, c'est important de le savoir. C'est sa femme qui l'amène à la Nation of Islam. Il écoute. Il n'est pas totalement convaincu. Ensuite, Clara, donc sa femme, qui veut vraiment elle sait très bien que Elijah a déjà aussi des tendances de vouloir défendre un peu la cause des Noirs. Donc elle dit pour le sauver, elle sait que Fard Mohamed pourrait l'aider. Elle l'amène à la maison et de là, il commence à avoir, là, Elijah commence vraiment à se convertir à la Nation of Islam. Et il commence à croire à la Nation of Islam et Fard le prend comme son disciple. Il le prend vraiment comme son disciple. Pendant 3 ans, il commence à l'enseigner particulièrement. Il le renomme Elijah Muhammad. Parce que dans la Nation of Islam, il faut plus accepter le nom qui a été donné par les maîtres blancs. Parce que en Amérique, généralement, le nom des Noirs américains vient en fait d'un ancêtre qui a porté le nom du maître qui l'avait Mhm. acheté. Tu vois, Oui, ce qui est un peu mal dit. Donc c'est ça. Il est renommé Elijah Mohammed. Euh, je vais oui, passer. oui, vas-y, vas-y. Dans les années, en 39, Fard, en fait, qui a été mise sur écoute par le FBI, J. Edgar Hoover, du fait que la Nation of Islam prenait, ben, ce qu'il prenait, c'était la séparation avec les Blancs. Il commençait à parler d'Armageddon. À l'époque, il y avait une mauvaise, comment dire, mauvaise relation avec les Japonais. Et eux disaient que les Japonais sont nos frères, ils avaient des idées communistes. Donc, tout ce qui fait que l'alarme sonnait justement à la, au FBI. Et donc, c'est pour ça que Fard Mohammad, à un moment donné, va disparaître des radars. On ne sait pas comment, mais il va disparaître des radars. Et Elijah Mohamed va reprendre la Nation of Islam. Il va y avoir une petite guerre quand même. C'est un peu complexe, hein, mais il va y avoir une petite guerre parce que quand il reprend la Nation of Islam, il dira que c'est Fard qui lui a dit de reprendre la Nation of Islam. Les membres qui sont là, il y en a qui sont pas d'accord, comme son frère. Et il commence à se séparer. Son frère fait une autre Nation of Islam. Après, il y a Mhm. une espèce de guerre fratricide dans laquelle son frère va être assassiné avec des raisons un peu obscures. Et donc Mhm. là, comment dire, Elijah Mohammed va reprendre la Nation of Islam. J'avais aussi noté que la Nation of Islam, c'est une organisation très bien organisée, avec une règle et des disciplines de vie très strictes et un programme révolutionnaire contre les addictions aux drogues, contre l'alcool. Vraiment une organisation bien faite. Excuse-moi.
Donc là, il reprend la Nation of Islam. Ça devient vraiment on va dire le chef de la Nation of Islam. Il se dit être prophète. Donc, Fard Mohammed était Dieu, selon lui, et il lui aurait confié la mission en tant que prophète de venir évangéliser, entre guillemets, tous les Noirs euh, pour que ben, voilà, ils soient libérés du joug des Blancs. Ok. Malheureusement, dans la Nation of Islam aussi, ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas qu'ils aillent, ben, du fait qu'ils rejettent la société blanche, ils n'acceptaient pas non plus de faire le service militaire. Donc, Elijah Mohammed va refuser de faire son service militaire euh, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'était une condamnation directement qui était faite. Donc, le Mhm. 23 juillet 1943, il va être condamné à 5 ans de prison. Wow. Ouais. Donc, à ce moment-là, il va y avoir une perte de fréquentation de la Nation of Islam. Il devait faire 5 ans, mais il va faire 3 ans. Il va être libéré sur parole en 1946. De là, il va quitter Détroit pour s'installer à Chicago, pour construire le temple numéro 2. Ah, très intéressant. Donc, pendant son absence, le temple 1 ne disparaît pas. Bon, on voit un peu les grosses dates par rapport à Elijah qui a repris donc le leadership de la Nation of Islam. C'est quoi le lien un peu entre Malcolm X et la Nation of Islam? Voilà. Et si vous regardez bien, c'est en 46 qu'il est libéré sur parole. Malcolm, ça fait déjà 7 mois qu'il est en prison, si vous avez suivi la première partie. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que à Détroit, justement, il y a le frère de Malcolm qui est parti vivre avec sa femme, qui lui aussi va être introduit à la Nation of Islam par un collègue de son travail. Et déjà, il fréquentait les anciens chapitres de l'UNA de Marcus Garvey parce que malgré tout, il voulait un peu relancer ça, mais c'était des vieilles personnes qui ressassaient toujours le temps de Garvey et il sentait que ça ne décollait pas. Donc, quand il a écouté pour la première fois la Nation of Islam, il a été conquis. Il voyait que c'était un peu bancal parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, l'endroit n'était pas très propre, mais il se dit, OK, on peut quand même leur donner une chance. Il croit aux préceptes et il se dit même que les préceptes de la Nation of Islam, c'est un peu il les assimile aux principes de Garvey. Et il dit que la seule différence qui a fait que l'organisation de Garvey n'a pas réussi, c'est justement parce que il n'avait pas cette religion-là de l'homme noir. Donc, c'est pour ça Mhm. qu'il est totalement conquis et il dit voilà, donc on va reprendre le travail de nos parents et convertir toute la famille. Toute la famille, sauf sa grande sœur Ella et Malcolm, qui est en prison à ce moment-là. Ils envoient Philbert. Philbert, je sais pas si vous voyez, ça c'est la photo donc des 3 frères. Exact. Voilà, Il vous y a avez quatre personnes sur la photo. les 4 personnes. Donc ça, je vais le dire rapidement. Ici, vous avez Wilfrid. Donc ça, c'est le fils aîné du côté de la mère et du père de Malcolm. Ça, c'est Réginald, son petit frère. Ça, c'est Réginald. Ici, vous avez Philbert. Et ça, c'est Wesley, le dernier enfant. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le dernier enfant qui avait été, comment dire, c'était avec le dernier mari de sa maman. Ils avaient eu un petit enfant. Et ça, c'est Wesley. Mhm. Donc, Wilfried a converti tout le monde. Maintenant, il faut convertir Malcolm parce qu'ils savent que Malcolm, de tous les frères, c'est la personne qui est la plus à même à travailler et à pouvoir faire, on va dire, la publicité de la Nation of Islam. Premièrement, ils envoient d'abord Philbert. Philbert, c'est le frère aîné de Malcolm qui vient juste avant lui. Il Mhm. envoie une lettre à Malcolm. Malcolm lui renvoie une autre lettre lui disant qu'est-ce que tu me parles encore de tes histoires, dans quoi tu t'es fourré, tout ça. Moi, je suis en prison, tu viens me parler de. Donc, à l'époque, voilà, il veut rien entendre de ça. Pas intéressé. Ouais. Voilà, pas intéressé. Maintenant, ils envoient Réginald. Réginald, c'est celui qui a vécu avec Malcolm à Harlem. Donc, ils se connaissent très bien. Et Réginald est aussi malin que son frère. C'est-à-dire que il dit, je sais comment est-ce que je peux l'avoir. Moi, je peux l'avoir. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va voir Malcolm et avec une petite manipulation psychologique, il arrive à amener Malcolm à s'intéresser à la Nation of Islam. Il commence à lui parler, il commence à lui dire que voilà, si tu es en prison, c'est pas de ta faute, c'est justement la faute de l'homme blanc. Il commence à parler de tous les préceptes de la Nation of Islam. Ça prend un peu de temps. Dans le film, on dirait qu'une fois qu'il a été converti, il s'est rentré, enfin, directement, il a été soumis à l'islam. Alors, ça a pris un peu de temps parce qu'il disait que la difficulté pour lui, c'était déjà de dire que l'homme blanc était un diable. Ça, il avait du mal à faire rentrer parce qu'il a quand même connu des blancs qui n'étaient pas méchants. Ouais. Et la soumission. La soumission, même si c'est face à un Dieu, à ce moment-là, il est complètement athée, Malcolm. Donc, se soumettre à un Dieu, mettre ses genoux par terre, il a du mal.
Mais au fur et à mesure de sa vie en prison, il commence vraiment à avoir des révélations, apparemment, et de là, il accepte de pouvoir se soumettre à l'islam et donc à la Nation of Islam. Ok, donc là, ça arrive pendant qu'il est ça arrive pendant qu'il est encore en prison, ou alors c'est vraiment à sa sortie. Non, non, effectivement, c'est quand il est encore en prison, il va sortir Ok, en 1952. Donc là, il a commencé il s'est soumis à la Nation of Islam en 1949, 1949-48. C'est à ce moment-là que ok. vraiment il a accepté la religion de la Nation of Islam. Euh, Elijah Mohammed aimait bien aussi Wilfrid, donc le grand frère de Malcolm, donc il lui rendait visite souvent à Détroit. À un moment donné, justement, Wilfrid demande à Malcolm de pouvoir correspondre, d'envoyer une lettre à Elijah Muhammad. Elijah reçoit la lettre et il commence à correspondre avec Malcolm. Il lui envoie aussi un peu d'argent. Mais vraiment, il commence aussi à l'enseigner un peu à travers ses correspondances. Donc, ce qui fait qu'avant sa sortie, il a déjà un peu cette connaissance, cet enseignement et cette communication avec Elijah Muhammad. Et il veut vraiment le voir, en fait. Il veut vraiment voir ce Elijah Muhammad. Donc, il sort en 52. Il avait fait un premier appel pour sortir dans les années 50, mais ça avait été rejeté. Son deuxième appel, enfin, sa deuxième demande de sortir en conditionnel, donc sous liberté sous parole, a été acceptée. C'est là qu'en 52, le 7 août 52, il sort de prison. Et pour ne pas justement qu'il ait ces mauvaises fréquentations, on l'envoie directement chez son frère à Détroit. Parce que si on se souvient à Boston, c'est là qu'il a tout son petit gang, ses petites cliques-là. Ouais. Donc on l'envoie directement à Détroit. Il va travailler avec avec Wilfrid, pardon. Et vivant chez Wilfrid, Wilfrid commence à former Malcolm. Parce que Wilfrid aussi, on ne le dit pas souvent, mais il avait aussi cette force organisationnelle. C'était aussi une personne qui avait aussi comment dire, il avait une bonne prestance oratoire, il avait des aptitudes, en tout cas, organisationnelles. Parce qu'il faut pas oublier que c'est lui qui a vécu avec le plus avec son papa. Donc, quand son papa travaillait pour Garvey, lui, il travaillait vraiment proche de son père. Il a même vu Garvey venir à la maison. Mhm. Donc voilà, c'est comme ça qu'il commence à former Malcolm et Malcolm commence vraiment à en apprendre un peu plus. Euh, de là, le moment fatidique arrive pour Malcolm X, c'est-à-dire la rencontre avec Elijah Muhammad, qui est, faut se rappeler, un prophète, hein. Selon, si on rentre dans l'idéologie de la Nation of Islam, c'est un prophète. Donc, Mhm. Wilfrid amène Malcolm X. Il devient aussi Malcolm X entre-temps, j'ai oublié de le dire. À force de correspondre, à un moment donné, Elijah Muhammad accepte donc son adhésion, parce qu'avant de rentrer dans la Nation of Islam, il faut écrire une lettre pour qu'on soit admis. Et une fois que tu es admis, on enlève ton nom. Et le temps qu'on trouve ton nom de famille, ton vrai nom de famille, on va dire, comme ils disent, on met un X. Et c'est comme ça qu'il passe de Malcolm Little à Malcolm X. Mhm. Donc là, Wilfrid, ce qu'il fait, c'est qu'il l'amène à Chicago, voir au temple numéro 2 pendant que Elijah est en train de parler, faire son meeting. Là, Malcolm le voit, il est déjà enchanté. Apparemment, il est ému. Il voit Elijah Mohammed, il dit qu'il est vraiment ému. Il est même un peu affaibli, tellement voilà, quoi, c'est la première fois qu'il voit Elijah. À ce moment-là, Elijah lui dit que dans la salle, il y a une personne que j'aimerais bien vous présenter, qui est nouvellement membre, qui est Malcolm, et il demande à Malcolm de se lever. Donc Malcolm, pour lui, tu vois, il est aux anges, quoi. Après ça, il va dîner chez Elijah Muhammad. Elijah commence à conseiller, il commence à lui parler, et il commence déjà, dès le départ, il commence à avoir une certaine affinité entre les deux. Elijah, Malcolm commence à lui demander. Malcolm, c'était quelqu'un de très pragmatique, hein. Parce que même si il voyait que la nation commençait à se développer, il se disait, mais comment ça se fait? Il dit à Elijah Mohamed, comment ça se fait que à Détroit, il y a peu d'adhérents avec tout ce que vous nous donnez là? Vous êtes le sauveur. Comment ça se fait qu'il y a peu d'adhérents? Elijah lui dit, oui, mais justement, il faut commencer à recruter. Et il commence à lui donner des conseils sur comment est-ce qu'il peut recruter. Va plutôt chez les jeunes. C'est plutôt les jeunes qui écoutent. Les gens qui sont un peu plus âgés ont du mal à comprendre. Et là, Malcolm, il commence à prendre tous ces conseils et il est en feu. Donc, quand il retourne à Détroit, il est totalement en feu et il devient assistant du ministre du temple numéro 1 à Détroit, Lemuel Hassan. Et au fur et à mesure, on voit qu'il y a vraiment comment dire, du ménage qui se fait à Détroit, c'est-à-dire que le temps commence à avoir plus de personnes qui viennent, il y a un système qui est mis en place, même le ministre commence à dire à Elijah Mohamed que ouais, en tout cas, le jeune Malcolm là, que tu as envoyé, il est très, très, très motivé.
tu vois, et ça change un peu le Ouais. cours des choses. Donc assez tôt, Malcolm commence à montrer son influence et gagner la confiance de Elijah. Ok. Exactement. Et c'est vraiment à ce moment-là que Elijah, vraiment, comme je dis, a une affinité et ça passe maintenant plus au lieu du prophète à un membre de la Nation of Islam, c'est vraiment comme un père et son fils. Donc, c'est-à-dire que Malcolm euh, il va souvent le voir à Chicago. Elijah Mohammed aussi vient à Détroit, il lui produit des conseils. Et comme Malcolm est vraiment, tu vois, il est actif. Il y a vraiment cette confiance qui devient carrément de l'amour pour cette petite personne. Malcolm se comporte vraiment comme son fils. Il ne faut pas oublier que Malcolm a perdu son papa à 6 ans. Il a perdu son papa à 6 ans, en sachant que à ce moment-là, quand il était plus jeune, son père l'amenait un peu partout. C'était son préféré. Il avait perdu cette figure paternelle. Et là, il retrouve un peu cette figure paternelle parce que on peut penser ce qu'on veut d'Elijah Muhammad, mais il a vraiment pris soin de Malcolm dans son éducation, tu vois, dans ce lien affectif. Il a vraiment pris Mhm. soin. C'est là qu'il l'amène vraiment à devenir un homme. Et vu qu'il voit qu'il est compétent, là, il va désigner Malcolm comme étant un ministre. Ça va Et donc toujours? le ministre, c'est plus comme quelqu'un qui est... est-ce que c'est vraiment comme l'anglais de ministry? C'est quoi? C'est comme un pasteur ou c'est quelqu'un qui est plus responsable d'un temple? Ouais, Sans c'est rentrer ça. trop dans le détail, mais juste en gros, c'est... Oh, ouais, ça. c'est une bonne question parce que si tu me poses, c'est que ça n'a pas Ah, été parce que. qu'au niveau de la hiérarchie... Au niveau de la hiérarchie, en fait, le ministre, c'est vraiment celui qui a la tête du temple. Tu vois, ouais. si on prend un peu un équivalent, c'est comme si c'était une église et que lui, c'était le prêtre de l'église. Tu Ouais, vois, voilà. Ok, parfait. tu vois, donc c'est vraiment celui qui est responsable de toute la gestion quotidienne du temple. C'est le chef, en fait, de chaque temple. Donc c'est vraiment, vous avez le leader qui est Elijah Muhammad et ensuite, il y a tous les ministres qui sont, en fait, on va dire, c'est numéro 2, qui sont juste en dessous. Comme un gouvernement, tu as le Oui, président je et vois. t'as les Oui. ministres en dessous. Ok. Et là, donc Malcolm passe de assistant, il était assistant pour le ministre, à justement ministre. Et ministre en fait, Elijah Mohamed, tellement qu'il lui fait confiance, va carrément lui dire, OK, je te donne, comment dire, l'endroit que tu veux pour être ministre. Et évidemment, là, je vais demander dans le chat, pour vous, quelle est la ville dans laquelle Malcolm va être ministre pour la première fois? Quelle est la ville qu'il connaît le mieux? Je ne demande pas à toi, je demande aux gens qui sont là. Je pense que pour l'instant, Personne? on a, ouais, là, pour l'instant, on a trois personnes sur le live. Donc, là, je sais pas s'il n'y a pas de réponse là maintenant. Donc, Ok, bon, tu pour toi, dois là, qu'ils disent. Ouais. je te pose la question à toi. À moi, au Ouais, niveau de la ville. Ouais, c'était près de la prison où il était, hein. Près de la prison, près de la prison. Donc, c'était c'est là où il a grandi. Boston, ouais. Donc, il choisit Boston, pourquoi? Parce que Boston, c'est l'endroit où il a grandi et il connaît la psychologie de ces gens. En ayant fait le recrutement, justement, comment dire, en ayant aidé à recruter les gens à Détroit, il a vu qu'il y avait une différence de mentalité. Mais Boston, il connaît cet endroit-là, il sait où aller. Donc, directement, il va chez ses anciens amis. Il sait qu'il avait une certaine influence quand il était dans la rue. Donc, il commence à aller chez ces gens-là pour leur expliquer. Il se dit, c'est vous qui avez le plus de besoin de vous convertir. Maintenant, les gens connaissant Malcolm, qui était toujours quelqu'un qui avait des combines, ils disent, ouais, c'est sûrement une combine qu'il a, c'est une nouvelle combine. Alors qu'il était vraiment sérieux. Mais il va implémenter, en fait, il va implanter le temple de Boston. Je crois qu'il y a un truc qui manque. Ouais. Mhm. En fait, il va implanter à Boston Son premier temple, oui. son Ok. premier temple. Tu vois, c'est son premier temple et ça va être le temple numéro 11, le temple numéro 11 qui est à Boston. Ensuite de ça, tellement que il a été rapide, hein. C'est-à-dire qu'il l'a organisé, il a recruté massivement et il a mis en place un système qui faisait que le temps pouvait lui-même euh, s'auto-gérer. Ok. Tu vois. Et surtout, ces méthodes de recrutement étaient vraiment agressives. Et ils trouvaient trop que la Nation of Islam, eux, quand ils recrutaient, c'était de manière un peu trop passive. Ils vont comprendre à un moment donné, lui, il était vraiment actif. Il est jeune. Mhm. Il est vraiment jeune, lui, il fonce. Donc, il développe. Et d'abord, lui, c'est lui qui construit le temple à Boston. Il va construire le temple à Philadelphie.
et aussi à New York, New Jersey. C'est vraiment en très peu de temps, en quelques mois, ils construisent ces temples-là, qui n'ont Mhm. pas beaucoup de personnes, mais qui, en tout cas, ont une organisation qui fait que ils peuvent déjà être mis en place. Et quand on parle de temple, en fait, c'est qu'ils rachètent, soit ils louent un endroit, une petite salle, dans laquelle ils amènent des gens chaque jour ou chaque semaine, ou alors ils rachètent, ça va être plus tard, ils rachètent carrément des buildings. Ouais. Donc, vu qu'il est très rapide, c'est là que Elijah Mohammed lui donne vraiment comment dire, un temple très important pour lui et d'ailleurs même pour la Nation of Islam, c'est-à-dire le temple numéro 7 d'Harlem. Le temple de numéro 7 d'Harlem. D'abord, Harlem, c'est important parce que c'est une ville qui a une histoire. Dans le militantisme noir en Amérique, c'est une ville qui a une histoire. C'est là qu'était Marcus Garvey. C'est une ville dans laquelle il y a 1 million d'Afro-Américains. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus, on pourrait se dire, c'est même beaucoup plus facile de recruter parce qu'il y a plus de Noirs. Maintenant, là où je veux quand même je veux que les gens fassent attention, c'est que à l'époque aussi, là, il y avait beaucoup de mouvements nationalistes noirs. C'était pas les seuls. À chaque coin de rue, tu avais le Buy Black. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, acheter noir. Il y avait le acheter noir, il y avait représenté noir, votre coiffure, ceci. Donc, quand ils essayaient de recruter dans la rue, ils étaient noyés au milieu de beaucoup d'autres nationalistes Ouais. noirs. C'est là que Mhm. Malcolm commence à penser comment est-ce qu'il peut faire pour se démarquer en fait des autres. Donc, ce qu'il va commencer à faire, c'est d'abord aller voir ses anciens acolytes de la rue, d'Harlem, euh, quand il était encore un petit trafiquant enfin un petit, quand il faisait encore ses trafics dans la rue. Mhm. Malheureusement, il remarque que les gens avec qui il traînait, si on se rappelle la partie 1, il y avait Sami de Pimp. Sami de Pimp, lui, est mort. Il a été assassiné dans ses trafics. Il va voir aussi West Indian Archie, donc la personne qui avait mis un contrat sur sa tête, qui lui est carrément devenu presque handicapé fou. Mhm. Sinon, le reste, c'est des personnes, c'est toujours la même chose. Soit ils sont morts, soit ils sont devenus alcooliques, soit fous. Donc, Ok. il voit que c'est pas la meilleure des façons. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va développer des techniques maintenant de recrutement vraiment beaucoup plus agressives. Il dit, quand vous allez voir les gens, vous allez vous mettre devant les nationalistes. Donc, si vous voyez un groupe de nationalistes qui essaient de prêcher un peu pour leur église, vous vous mettez devant, vous parlez aux gens, vous leur donnez un prospectus dans leurs mains et en même temps, vous ajoutez une phrase pour les amener. Donc, vraiment, il allait au-delà. Il réfléchissait à d'autres techniques. Ce qu'il avait compris aussi, c'est que les gens qui vont être les meilleurs prêcheurs, ce sont qui sont les plus durs à convertir. Mais pour que tu puisses convertir quelqu'un, c'est que tu dois le connaître. Ce qu'il faisait, c'est que quand il voyait une personne qu'il a recrutée, qui était un chrétien, vraiment un grand chrétien, il allait prendre cette personne pour dire, toi, tu vas aller dans les églises. Tu vas justement convertir les chrétiens. Quand il Wow. voyait un détenu, il disait, toi, tu vas aller chez les détenus. Même le recrutement des femmes. Et quand ils voyaient une femme qui était une ancienne prostituée, parce qu'ils ont aussi beaucoup recruté au niveau des prostituées, des femmes qui étaient des prostituées et qui sont devenues des membres de l'islam. Donc, ils Mhm. prenaient des femmes qui étaient anciennement prostituées pour aller à parler aux prostituées. Parce qu'ils savent qu'ils connaissent leur langage, tu vois. Ils savent qu'ils connaissent leur langage. Donc, il a vraiment pris des techniques de phishing, ils appelaient ça phishing, dans laquelle ils allaient recruter. Et encore une fois, c'est ça qui l'aide à faire massivement des gens qui Mm. adhèrent. Ouais, beaucoup d'adhésion, beaucoup d'avancement. Ok. Beaucoup d'adhésion. Il y a aussi des petites branches qu'il va mettre. Donc, il y a la branche à Harlem. Il va mettre des petites branches qui ne sont pas des nouveaux temples, mais qui sont reliés à ceux d'Harlem, dans le Queens, dans le Bronx et aux alentours. Donc, pour ceux, ça, j'ai pas de carte de New York, là. Mais le Queens, le Bronx, le Harlem, ce sont vraiment des quartiers qui De sont New York. voisins à New York, hein. Ouais. Euh, Comme j'avais dit aussi, pour la Nation of Islam, le plus important, c'est aussi l'autonomie économique. Et pour ça, Malcolm a changé. Il s'est dit, à un moment donné, il faut vraiment ne plus, parce qu'à l'époque, il fallait que chaque membre cotise 3 cents par année. Et lui, il a changé ça en 50 cents par semaine, avec le slogan You can advance without finance. Donc, il n'y a pas d'avance sans finance. Mhm. Aujourd'hui, on va se dire 50 cents, c'est rien, mais là, on parle quand même de 1954, dans lequel les gens ne gagnaient pas autant. Peut-être c'était $50 la semaine, peut-être même, je sais pas, $40 la semaine, ou même d'autres Et, personnes. ouais, et les salaires des Afro-Américains n'étaient pas toujours les plus élevés aussi. Et c'est ça, pour ceux qui travaillent, parce que la Ouais. plupart ne travaillaient pas. Ouais. C'est pour ça que ça a amené aussi une espèce de grosse malle d'argent aussi pour la Nation of Islam, ce qui rendait évidemment heureux Elijah Muhammad. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient vraiment un rapport financier chaque semaine qui était exposé dans le temple.
C'est-à-dire que chaque personne pouvait suivre, en fait, où l'argent est parti. Si c'était pour le temple, si c'était pour, je sais pas moi, pour le cortège, si c'était pour plein de choses. Et tout était bien énoncé. Donc, quand je parle de discipline stricte, c'était vraiment ça. Rien n'était laissé au hasard. Donc, il y Ouais, avait c'est de la vraie, vraiment de la vraie gestion d'entreprise avec levée de fonds, marketing, immobilier, c'est vraiment ça. OK. ouais, c'est vraiment ça. Et ce qui est intéressant vraiment avec Malcolm, c'est qu'il a carrément mis en place un système. Et de ce système-là, chaque fois, il faisait que le répliquer, comme il a fait à Boston, comme il a fait à New York, comme il a fait à Newark plutôt, qui est le New Jersey. Et en fait, je dirais même que dans les prochaines années, hein, il va vraiment se consacrer corps et âme à construire tous les temples de la Nation of Islam à travers le pays, à recruter des membres et propager le message. Ça, c'est vraiment ce que Malcolm va faire vraiment pendant je dis pour 12 prochaines années, pour ceux qui connaissent Malcolm, l'histoire de Malcolm X, ils savent pourquoi j'ai dit 12 prochaines années, sinon on en reviendra plus tard. Donc, et globalement, est-ce qu'il y a comme un chiffre ou de nombre de temples qu'il a réussi à faire construire dans dans les années qui suivent, dans les 12 années qui suivaient? Ouais, ouais, mais déjà même, en fait, on va même pas dire les 12 années, on va carrément parler là, on est en 54, déjà en 55, fin des années 55, ils passent de 10 temples à 27 temples, en fait, à travers tout le pays. Donc, Mhm. au début, ils sont assez locaux, c'est-à-dire tous les alentours, comme je le montrais dans la carte, dans l'est, au nord-est, donc tout ce qui est Boston, ce qui est New York, un peu aux alentours. Et de là, il va commencer à s'étendre parce que Elijah Muhammad commence vraiment à voir qu'il est compétent. Il envoie aussi, il avait déjà des temples qui étaient établis, mais qui fonctionnaient pas très bien. Et là, il demande à Malcolm d'implémenter des temples à Atlanta, le temple numéro 15. Et j'ai mis aussi le temple à Hartford. Hartford, on va pas aller très longtemps dessus, mais Hartford, c'est une ville qui a été assez importante. Je l'ai pas entourée, mais ça se trouve, Ou aussi du côté est. en fait, on verra pas. Sinon, t'es pas obligé de revenir sur Ouais, les cartes. Je peux rester sur en fait, sur ouais, la c'est dans le question. Middle East, en fait, hein. C'est dans le OK. Middle East. Donc, à OK. force, c'est une ville qui est assez intéressante. Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, là-bas, c'était pas comme on pouvait voir à Harlem, comme on pouvait voir à Boston, beaucoup de Noirs qui faisaient partie des ghettos. Là, c'était des Noirs de classe moyenne. Mais quand on parle de Noirs de classe moyenne, ce sont des Noirs qui travaillent pour des riches blancs. Tu vois, des chauffeurs, des femmes de ménage. Donc, on va dire que c'est une classe moyenne pour les Noirs. Donc, la technique de recrutement est différente. Ce que je n'avais pas dit aussi, c'est que dans la Nation of Islam, ils mettaient beaucoup l'emphase sur le self-défense, donc l'autodéfense. Ils croyaient vraiment au œil pour œil, dent pour dent, ce qui est différent du christianisme qui parle de, entre guillemets, tendre l'autre joue. Mais eux mettaient vraiment à fond cette emphase-là. Et ça parlait beaucoup justement aux gens de Boston, à Harlem, parce que vivant la brutalité policière, ben, ils adoptaient beaucoup ce côté-là de il faut savoir se défendre. Par contre, à Hartford, parler de ça à des gens qui ne vivent pas, tu vois, qui ne sont pas confrontés à ce genre de violence, ça ne leur parle pas beaucoup. Mais, c'est des gens qui viennent du Sud. La plupart de ces gens-là, c'est des gens qui viennent du Sud. Donc, même s'ils n'ont pas la même brutalité policière que dans l'Est, au nord-est à Harlem, c'est des gens qui ont vécu généralement des atrocités. Toute personne qui vient du Sud, en tout cas qui a immigré du Sud quand il était soit adolescent, soit plus âgé, connaîtra toujours une histoire qui fera que il y a une haine profonde qui restera chez les Blancs. Donc, quand on leur parle du fait que les Blancs sont des diables par nature, ils sont méchants par nature, ça leur parle. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, quand on te dit ça, tu vas dire, comment est-ce qu'ils ont pu croire ça? Mais il faut savoir que ces gens ont un passé dans lequel ils ont vu des lynchages. Ils ont vu la moitié de Mhm. leur famille peut-être se faire tuer, tu vois, alors qu'ils étaient innocents. Donc, c'est pour ça que j'avais mis Hartford. Mais sinon, au cours des années, il y a vraiment beaucoup de temples qui se sont faits. Et ça a fait penser à Malcolm, justement, et son papa. Son papa qui développait, je sais pas si tu te souviens, mais son papa développait beaucoup les chapitres de l'UNAE. Tu vois, Ouais. son fils, on voit que son fils reprend un peu les choses. Euh, OK. OK. Il y a presque une lignée génétique à au ça, fait qu'ils arrivent à galvaniser des troupes là, tu vois. lorsqu'un mouvement se développe. Ouais, C'est ça qui est important. Aussi, il y a une affaire qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup aidé la Nation of Islam dans la construction des temples. C'est en 1955 le meurtre de Emmett Till.
Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, enfin ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un jeune adolescent de 14 ans qui vivait à Chicago et qui a été dans le Mississippi voir sa tante. Il est parti en vacances. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais apparemment, dans un magasin, il aurait soit sifflé, enfin, la version de la femme qui l'accuse change, mais soit il aurait sifflé la femme blanche, soit il l'aurait attrapé. Enfin bref, on se demande pourquoi est-ce qu'il ferait ça dans une ville qu'il ne connaît pas et on parle de Mississippi. Mais on l'a retrouvé le lendemain, en fait, dans une rivière, totalement tabassé, violemment frappé, donc mutilé. Et Mhm. c'est pas quelque chose qui est anormal dans le Sud. C'est qu'est-ce qui a fait que ce meurtre a quand même choqué les États-Unis? C'est qu'au moment de au moment de l'enterrement, sa maman a demandé qu'on laisse le corps, le cercueil ouvert. Et il y a un photographe donc qui a pris cette photo-là et qui l'a diffusée dans la presse. Et ça a été nationalement diffusé. Mhm. Cette photo-là a choqué vraiment beaucoup, beaucoup de personnes, noirs comme blancs, hein. Parce que là, vous voyez, bon, là, évidemment, sur cette photo, j'ai pas voulu mettre le gros plan, mais on voit que la tête de cet enfant a vraiment été tabassée. Et d'ailleurs, cette photo-là a forgé aussi le mental d'une personne qui va être connue, d'un jeune boxeur qui habite à Louisville, un jeune noir qui dit qu'à ce moment-là, quand il a vu ça, il a 14 ans. Il s'appelle Cassius Clay. Il a 14 ans et il a dit quand il a vu ça dans le journal, c'est une rage qui est rentrée, qui est jamais sortie pendant les prochaines années, dans laquelle il a vécu, quoi. Donc, c'est pour montrer aussi le fait que les discours de Malcolm et de la Nation of Islam avaient des oreilles parce que dans les alentours, les circonstances faisaient que les gens étaient réceptifs avec ce qu'ils voyaient, tu vois. Mhm. C'est pour ça que je parle de ce meurtre-là qui a vraiment euh, ému en fait tout le pays, quoi. Oh, et puis il y a un film là-dessus, là, c'est vraiment, vraiment très, très émouvant. Sur le Emmett Till, je veux dire. Ouais. Maintenant, est-ce que donc Malcolm qui est présent donc dans la Nation of Islam, qui permet à la Nation of Islam enfin, qui fait partie des grandes personnes, grands influenceurs qui permettent à la Nation of Islam de créer beaucoup de temples à travers le pays. Donc la Nation of Islam gagne beaucoup en adhésion. Qu'en est, qu'en est-il peut-être de sa vie en termes est-ce qu'il partage sa vie avec quelqu'un? Est-ce que